T'as pris des curlis ou pas? Et qui est déjà allé au CES? Moi. C'est vrai? Jamais. À Las Vegas? À Las Vegas Parano, mec. Ouais. Yeah. Ouais, j'y suis allé plusieurs fois. C'est la première fois, t'en prends plein les mirettes. La deuxième fois, tu te dis, ouais, quand même, c'est cool d'être là avec les copains pour aller voir les innovations technologiques, mais bon, est-ce que le dindon de la farce, c'est pas moi? Moi, je sais pas. Moi, j'y suis jamais allé, mais j'ai bien C'est juste d'avoir. après Thanksgiving, non? C'est pas ça? Pas exactement. Mais j'ai bien hâte d'avoir le débrief de nos deux invités du jour et puis de capter un petit peu, d'arriver à trouver les tendances et de comprendre aussi, est-ce que la tech devient plus éthique au fur et à mesure des années et des jolis slogans du salon? C'est une vraie question. En tout cas, Mathieu et Lionel, ils y vont depuis un paquet d'années, donc je peux dire qu'ils ont un peu de recul. Ouais. Ils ont un peu de recul, non, parce que moi, d'un point de vue extérieur, j'y suis jamais allé. J'aime bien respirer un peu l'odeur de la tech et l'odeur de l'innovation, mais j'ai du mal à trouver des choses concrètes aujourd'hui sur le marché. En regardant un peu, j'ai vu que le lecteur cassette qui remonte à un bout de temps, j'ai même vu les midi disques sortir. Alors midi disque qui a été c'était au CES, ouais. Ouais, j'en ai acheté. Et je crois que c'est l'heure, les gars. On va au studio? Allez, on y va. Allez, finis ta bière, on y va. Et n'oublie pas, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ah. Sauf l'herpès, cette saleté revient avec toi. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bienvenue dans Trench Tech, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Hello Cyril. Oh, hi, how are you? Hi Mick. Hi. Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique? Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Alors quoi de mieux pour exercer notre esprit critique que de revenir sur le CES qui vient tout juste de fermer ses portes? Vous savez, le Consumer Electronics Show, c'est the place to be en matière de tech et d'innovation. Faut dire que les chiffres ont de quoi faire sauter la banque, car ce n'est pas moins de 4000 exposants, plus de 180 000 visiteurs, environ 170 pays et quelques 18 hectares dédiés à l'innovation et à la tech. Qu'on se le dise, cette année encore, dans cette capitale mondiale du divertissement, le pays des licornes n'est pas en reste, car ce n'est pas moins de 200 startups françaises qui ont fait le déplacement. Alors si l'adage veut que tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, pour ce CES, c'est loin d'être le cas, avec plus d'1 million de mentions sur Twitter et quelques 49 millions de stories. Décompte fait avant notre contribution, bien entendu. C'est durant les CES que nous avons pu voir pour la première fois les DVD, la télévision HD, la Xbox, les Blu-ray et bien d'autres choses encore. Vous l'avez compris, c'est le rendez-vous tech de janvier à ne pas louper. Et chaque journal, magazine et site y va de son top 3, top 5 ou top 10 des tendances de ce salon. Faut se le dire, ces tendances sont devenues depuis quelques années un peu plus gadget que pratiques. Alors aujourd'hui, où nous sommes dans un contexte préoccupant, loin des strass et des paillettes, n'avons-nous pas un peu trop misé sur la case gadget dans notre jeu de roulette russe ? Épidémie, réchauffement climatique, guerre, pénurie de gaz ou d'électricité, souveraineté de la tech et de la data, souvent bousculée. Nous sommes un peu plus enfoncés dans un very bad trip. Et si nous n'avons pas perdu Doug, comme dans l'extrait du film de Todd Phillips que nous venons d'écouter en intro, nous pouvons nous demander si nous n'avons pas là perdu notre éthique. Alors comme cette année, ce CES a pour thème Tech for a Better Tomorrow, posons-nous ensemble avec Mathieu Deboeuf-Rouchon et Lionel Tardy, les Digital Men, pour affûter nos esprits critiques en regardant ce salon sous un angle différent. Tout d'abord, nous reviendrons sur les tendances phares de ce CES 2023. Oui, faut bien en passer par là. Puis nous nous interrogerons sur quelle éthique pour les innovations du CES. Et nous nous poserons ensemble la question clé. Le CES est-il utile, futile ou dangereux? Nous prendrons 2 petites respirations avec le Patch Tech de Fabienne Billa, qui nous parlera de Twitter, et Laurent Guérin, avec un moment d'égarement, qui nous parlera de NFT. Enfin, restez avec nous jusqu'au bout, car comme toujours, nous consacrerons les 5 dernières minutes de cet épisode de débrief, juste entre vous et nous, pour résumer les idées clés de notre épisode. Ah, on me prévient dans mon oreillette 3.0 sortie du CES que les Digital Men sont arrivés, accueillons-les dans notre studio. Bonjour Mathieu et Lionel. Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Bonjour à tous. Mathieu et Lionel, on peut se tutoyer? On est dans la tech, tutoyons-nous. Exactement. Merci. Faisons les présentations pour nos auditeurs. Mathieu, tu es un spécialiste digital.
auteur, speaker en bon français de France, dans les universités, dans de nombreux salons. Tu es aussi et surtout responsable innovation manager en France dans un grand cabinet de conseil dans lequel ton rôle est d'activer la recherche et l'innovation pour le business. Lionel, toi, tu es auteur, analyste, développeur, enseignant et formateur. Tu accompagnes à la fois les entreprises dans leur stratégie e-business, mais aussi les étudiants dans l'appréhension et la compréhension des sous-jacents techniques et business de la digital economy. En 3 mots, transmettre, échanger et challenger. Tous les deux, vous animez le podcast Innovation and Prospective Talks, dans lequel vous traitez de l'évolution de la société, des comportements utilisateurs, de l'impact du digital dans les organisations, à écouter comme Strange Tech sur toutes les plateformes. Tout est juste ? Oui, tout est juste. Juste et parfait. Super. Allez, commençons notre grand entretien avec la première question clé. Quelles sont les tendances phares du CES 2023 ? Strange Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors rappelons-le, le CES signifie Consumer Electronics Show. C'est le plus grand salon mondial qui est annuel. Il se tient à Las Vegas et qui présente donc les dernières innovations technologiques dans le domaine de l'électronique grand public, de l'automobile, de l'industrie. La première édition date de 1967 quand même. Aucun de nous, je crois, n'était là pour témoigner de cette première édition d'ailleurs. Et finalement, ce CES, c'est avant tout une grande vitrine. C'est un salon, on est là pour acheter, on est là pour présenter des produits, présenter des nouveautés. Alors, vous en revenez tous les deux, Mathieu, Lionel. Quelles sont les grandes tendances, quelles sont les tendances phares qu'il faut retenir sur cette année 2023 du CES ? Alors j'ai laissé la parole à Mathieu, mais je voudrais dire que on a commis depuis 4 ans l'édition d'un guide qui s'appelle le guide de survie du CES de Las Vegas. Et à la fin de ce guide, puisqu'on incite les gens à le lire pour préparer, vivre et après capitaliser sur le CES, à la fin on dit d'une façon un peu humoristique, on leur dit quand vous allez rentrer dans votre entreprise, parce que vous avez passé 3, 4, 5 jours aux États-Unis, à Las Vegas, d'abord on vous dira « Ah, tu t'es bien amusé » avec un petit sourire narquois, et puis on dira « Quelles sont les tendances ?» Et donc à un moment, c'est la question phare tout le temps. Donc vous avez 12 heures à peu près dans l'avion pour revenir, et donc préparez-vous à répondre à cette question. Et donc forcément, Mathieu, il est ultra affûté pour répondre à cette question. Du coup, vous n'y avez pas échappé. Hein. Votre prédiction s'est avérée bonne, même avec nous les gars. Effectivement, donc ce qui est intéressant avec le CES, c'est qu'en fait, on attend beaucoup de tendances. Il faut savoir, déjà, sur ce salon, à proprement parler, il n'y a pas de tendance. C'est-à-dire, on va déceler des tendances par la lecture que l'on va faire, de la massification d'exposants sur une catégorie, d'une technologie qui émerge en termes d'adoption assez massive un peu partout. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir identifier ce qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, de tendance. C'est pour ça qu'on a besoin de vous pour le décryptage, hein ? Voilà. Et donc, parce que sur le CES, pour décrypter, c'est pas forcément facile en soi, parce qu'en fait, il y a surtout des catégories et des thématiques. Ces thématiques et catégories sont au nombre de 40 ou 45, je sais plus à peu près cette année, et vont traiter à la fois des verticales technologiques, 5G, IA, blockchain, de la crypto, on va avoir naturellement tout ce qui va tourner autour des batteries, etc. Donc des verticales à part entière. Et surtout, et c'est là que c'est intéressant dans la convergence qu'on va avoir entre le hardware et le software depuis une dizaine d'années, c'est notamment les horizontales d'usage, donc tout ce qui va tourner autour du smart entertainment, de la santé connectée, de la smart industry ou de l'industrie du futur ou industrie intelligente, de tout ce qui tourne autour de la smart city, etc. Alors sur cette année, bien entendu, les tendances sont assez... on a parlé de tout. Voilà, globalement, c'était un salon sur lequel il y avait énormément de catégories traitées. Il y a plusieurs choses qui se dégagent. La première, si on veut avoir une lecture la plus macro possible, on parlait depuis des années... Alors, il y a une année GAFAM Free, on voulait s'affranchir des géants de la tech. Il y a une année où c'était plutôt Alexa compatible. Il y a une année où c'était Google compatible. Et voilà, donc c'était Alexa en 2017, Google en 2018, je crois que 2019 c'était GAFAM Free, 2020 je crois que ça a été annulé de mémoire, c'était 100% live, ou 2021, et puis on arrive en 2022, où là, ça avait parlé un peu hier, c'était un CES de redémarrage, et là cette année, c'est Matters compatible. Donc on voit qu'en fait, alors Matters compatible, c'est le protocole finalement d'interopérabilité entre différents écosystèmes qui va permettre autant de faire parler du Alexa avec du Siri, etc. Donc on pouvoir utiliser sur une même machine finalement l'ensemble des protocoles qui peuvent exister sur le marché pour faire connecter les IoT entre eux. Attends, comprenons bien ce que veut dire le Matters compatible, c'est pour faire donc communiquer des assistants vocaux et avoir une norme un peu standard pour les assistants vocaux, c'est plus large que ça, c'est pour tous les objets connectés?
C'est tous les objets explique un peu connectés peut-être. en ça. C'est vraiment cet écosystème qui est naissant et qui a fait qu'on en a parlé. Alors, dans les tendances de fond, il y avait ce sujet qu'on a pu voir un peu partout, de décentralisation de la captation d'informations. J'entends par là que beaucoup d'années précédentes, on présentait les montres connectées, les bracelets connectés, tous ces sujets qui permettaient de capter de la donnée sur les individus ou sur les environnements. Et là, aujourd'hui, par une forme d'externalisation de cette captation, on va positionner des capteurs dans l'environnement, que ce soit des caméras, que ce soit des capteurs passifs, et qui vont être sur un mur, qui vont être connectés ailleurs que sur l'être humain, et qui vont permettre de détecter effectivement la posture, qui vont permettre de détecter les respirations, différents indicateurs de performance, en faisant fi finalement d'un équipement sur soi-même. Et deuxième point qu'on a pu relever avec Lionel, c'est une forme de fonctionnalisation des pièces et des produits, où par exemple une catégorie, une carrosserie de voiture va pouvoir, c'est comment il s'appelle, Greenwaver qui présentait ça avec Plasticonium, et ils ont présenté donc cette carrosserie de voiture qui était finalement devenue un radar 4D et qui donc gagne en fonctionnalité. C'est le châssis de la voiture qui devient la batterie. Et donc on a plusieurs exemples comme ça en termes de matière qui répond à un besoin fonctionnel en termes de captation de données ou tout simplement d'usage. Voilà. Oui. Donc ça, c'est deux sujets phares, même s'il y a naturellement été question d'IA de partout, d'écosystèmes, de cloudification, de tous ces sujets-là, et puis bien entendu de gadgets connectés. Ça reste le CES, c'est un salon consumer goods, faut pas l'oublier. Donc on connecte des frigos, on voit de la télé, on a du son, mais il y a quand même une vraie place au B2B et finalement à des acteurs qu'on n'aurait pas vus il y a encore 15 ans sur ce salon historiquement. Alors justement, on aura l'occasion de revenir un petit peu à la fois sur la partie gadget pour voir si ça a encore un sens en 2023. Voilà, on reviendra probablement sur l'automobile parce qu'il faut rappeler que le CES est quasiment devenu le plus gros salon de l'automobile au monde, que les constructeurs privilégient d'ailleurs à d'autres vrais salons automobiles au point où parce que précisément les voitures sont de plus en plus connectées, et tu parlais de carrosserie, on parlera peut-être aussi de la BMW dont on choisit la couleur de la carrosserie depuis son smartphone, etc. Mais j'aimerais revenir simplement sur cette idée que depuis des années finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas de vraies grandes tendances qui se détachent, en tout cas pas de grandes nouveautés, mais plutôt on assiste un peu à l'image de la Hype Loop de Gartner à des technos de fond structurantes qui s'installent plus ou moins durablement, et puis d'autres qui dégagent. C'est le cycle de vie de l'innovation, c'est comme ça. Ces fameuses technos de fond et structurantes, tu les as évoqués, entre autres l'intelligence artificielle, l'IoT au sens de la connexion et l'interconnexion de tout notre environnement, quel qu'il soit, qu'on le porte sur nous ou qu'il soit dans les murs, dans la carrosserie de notre bagnole, etc. Et on a envie de faire le pont avec ce qui s'est véritablement installé, notamment en 2022, l'intelligence artificielle de plus en plus grand public, ChatGPT et compagnie. On a envie de faire le pont avec aussi la blockchain, et les NFT, les métavers et compagnie. Quelle réalité ça prend en 2023 sur le CES ? Est-ce que, en vrai, quand on arpente les allées du salon, on voit énormément d'exposants qui arrivent avec des produits métavers, blockchain, NFT, IA, très abouti, ou est-ce que ça reste encore de l'ordre, peut-être pas du proto, mais du truc un peu bullshit? Alors on pourrait dire métavers, multivers, minivers. En fait, on voit bien que ce qui a fait les gorges chaudes l'année dernière, notamment avec l'arrivée de Meta qui dépense sans compter 10 milliards par an pour pas grand-chose, c'est pas terrible. Donc il y a une vraie déception, mais il y a toujours des acteurs qui sont présents, et on sent très bien que ces acteurs sont en train de se réorienter en disant attention, qu'est-ce que l'on peut faire avec ces univers virtuels ? Eh bien, ça sera plutôt aller vers un outil de travail collaboratif qui peut éventuellement, plutôt que d'être 100% virtuel, être au service d'une réalité mixte. Et à partir de là, on a en avant un casque comme le XR Lite de HTC qui a été présenté avec une réalité mixte. Il est plus léger parce qu'encore une fois, ce type de dispositif, c'est léger, c'est pas léger, c'est lourd, c'est contraignant, etc. Donc on voit bien que ce qui faisait
des perspectives d'un Web 3 flamboyant avec des espaces virtuels dans lesquels on allait acheter avec des NFT et une décentralisation complète du web l'année dernière, on se regroupe vers quelque chose qui est plus pragmatique et qui probablement sera mis au service de l'entreprise. Alors attention, hein, l'espace entreprise imaginé par Meta, ça reste un petit peu du gag, hein, puisque je sais pas, moi j'avais l'impression de retrouver les Mi que j'avais sur ma console Nintendo. Hein, c'est quand même juste drôle. On n'est pas du tout. Alors que l'année dernière, on se disait, mais c'est demain, c'est Ready Player One. Non, demain, c'est rien du tout. Donc, il faut garder du pragmatisme et c'est plutôt les différents exposants que l'on a pu voir. Il y en avait un, notamment dans les couloirs, dans les allées de la French Tech. On reste vers quelque chose qui va s'orienter plus vers les entreprises. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Microsoft avec Azure. Hein. Il se développe dans la direction des entreprises pour que ça soit véritablement pragmatique et qu'il y ait des vrais cas d'usage. Sinon, le reste, on serait dit, ça reste dans le jeu et puis ça restera dans l'univers du jeu. Pourquoi pas? Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, oui, on le fera, je sais pas. Mais en tout cas, c'était pas symboliquement fort au CES cette année, autant que ce que l'on pouvait en raconter l'année dernière. Oui, ce qui est intéressant pour poursuivre le propos de Lionel dans le métavers, effectivement, c'est la notion notamment qu'on peut avoir sur Séoul, qui a présenté sur son stand la ville 100% métaverse, une forme de plateforme d'administration qui est basée tout simplement sur le métavers. Donc là, on peut avoir un environnement administratif, en tout cas c'est comme ça qu'ils le ciblent, et pour présenter cette nouvelle typologie d'administration. Et là, c'est tout de suite maintenant, puisque leur roadmap commence fin 2022 avec du déploiement qui commence là maintenant dès 2023. Ouais. Alors on est encore c'est le métavers de la Smart City, quoi. C'est la Smart City, voilà. Je voudrais revenir sur les startups françaises. Là, tu as commencé à en parler un petit peu, Lionel, sur la French Tech qui était bien présente. Qu'est-ce qui serait susceptible pour nous d'être prêt à l'emploi parmi toutes ces startups, des produits qui nous auraient lancés? Alors, prêt à l'emploi, je ne sais pas, mais il y en a un qui devrait vraiment marcher, puisque moi j'étais plutôt dans le domaine de l'entreprise. C'est une société qui nous vient de Toulouse qui s'appelle Skyted, S-K-Y-T-E-D, et qui est venue non pas comme Skyfall, c'était ça l'année dernière, hein, Mathieu, avec un masque terrible, est venue avec un masque qui vous permet de parler sans que votre environnement proche ne vous entende. Alors ça peut paraître complètement stupide au départ, et on s'en était beaucoup moqué de celui qui avait été présenté l'année dernière, mais en tout cas, là, la prouesse, c'est que d'abord, il est un petit peu profilé, donc ça ressemble à un masque anti-Covid un peu plus gros, il peut revêtir quelques couleurs un peu sympas, etc. Mais surtout, la capacité qu'il a de supprimer le son de votre voix. Mais je vous jure, à 10 cm, le gars, il parle à côté de vous, vous n'entendez rien, même dans les allées bruyantes du CES. Ce qui veut dire que pour les centres d'appel, ce qui veut dire pour pouvoir parler dans des trains, ce qui veut dire que là, même à l'origine, l'année dernière, c'était présenté pour pouvoir parler dans le métavers, vous n'allez pas déranger les gens qui sont autour de vous et qui ne vivent pas la même réalité virtuelle que vous. Mais là, on a un vrai cas d'usage, on a un outil qui va, en Bluetooth, être capable de prendre des communications sans que personne autour de vous ne sache ce que vous êtes en train de dire. Moi, je vais l'offrir à mon collègue de bureau. Il y a plein de cas d'usage. Tu peux l'offrir aux entraîneurs de football qui mettent tous la main devant la bouche pour pas qu'on lise sur leurs lèvres. Tu peux l'offrir au mari infidèle pour qu'il appelle sa maîtresse devant sa femme sans qu'elle le sache. Il y a plein de cas d'usage. Pourquoi le mari infidèle? Ça peut être la femme infidèle. Tout existe. C'est d'ailleurs l'heure du Patch Tech de Fabienne Bia. C'est le Patch Tech. Alors Fabienne, aujourd'hui tu nous proposes de plonger dans l'histoire de ton réseau social préféré, Twitter. Ce réseau social est devenu un outil puissant, à en croire Tony Stark, alias Elon Musk. Il est au cœur d'un combat, celui de la liberté d'expression, celui de sa liberté d'expression. Mais cela n'a pas toujours été le cas, n'est-ce pas? En effet, le 21 mars 2006, c'est la naissance de Twitter, dans le quartier de South of Market, quartier industriel délabré de San Francisco, où les startups affluent. À sa genèse, Twitter était une plateforme de microblogging permettant de partager des moments de vie instantanément. Les tout premiers tweets étaient assez rudimentaires et les liens n'étaient pas cliquables dans les messages. Disponible en 40 langues, par la présence abondante de médias, Twitter offre des sources d'informations en temps réel, les dernières tendances.
C'est une contrainte technique qui est à l'origine du format des 140 caractères. Et surprise, en passant à 280 caractères en 2017, cela a entraîné une amélioration de la politesse. S'il vous plaît, a augmenté de 54%. Magnifique. Mais alors, les paramètres de Twitter ont créé un format d'expression assez spécifique et d'une certaine manière, peut-être même une façon de penser spécifique, non? Oui, et à l'origine, les échanges se résumaient à la question « What are you doing ?» Répondre ou ne pas répondre, décrypter une allusion, cerner l'humour ou l'hostilité, mais aussi la réactivité, la ponctuation, tout s'interprète. Chaque élément, même infime, signe les attitudes, délivre des signaux. Le novice est d'ailleurs souvent désemparé, et les codes se découvrent avec l'expérience empirique. Prenons par exemple l'usage des 200 emojis stockés sur nos smartphones, parfois source d'incompréhension. Un pouce levé est-il le signe d'une validation ou de l'ironie? Parlons aussi du hashtag, popularisé par Twitter. Il établit un système de repérage efficace, référence une thématique à suivre. Vos tweets, avec des hashtags, obtiendront 2 fois plus d'engagement. Ah bah ça c'est bon à savoir pour mes prochains tweets, je vais le noter. Mais l'histoire de Twitter a été assez mouvementée. Qu'est-ce qui s'est passé notamment à l'horizon 2007? 5 millions de dollars ont été levés en 2007 auprès de grands investisseurs de la Silicon Valley. Barack Obama a été l'un des premiers hommes politiques à s'inscrire sur la plateforme. En 2012, lors de sa réélection, il tweete sa victoire. Accompagné par 750 community managers, c'est l'aboutissement d'une campagne présidentielle sous le signe des réseaux sociaux. Lorsque j'y suis arrivé, en mars 2009, Twitter était un repère de blogueurs. Des personnes gravitant autour de l'univers du web, des startups, etc. Des rencontres de tweetos étaient d'ailleurs organisées. Je vous avoue qu'ils cochaient toutes les cases des geeks. Nous étions dans l'ivresse de la viralité que nos partages suscitaient, combinés avec un nombre restreint d'aficionados, ce qui conférait une certaine forme d'élitisme. En juin de cette même année, autre élection présidentielle, mais en Iran, avec un impact remarquable. La plateforme n'était pas censurée par le régime iranien et les opposants au régime l'ont utilisée pour dénoncer la répression. L'occurrence Iran élection a représenté jusqu'à 1% du trafic mondial. Oui, et depuis 2006, nous pouvons dire que sur ce réseau, ce n'était pas un long fleuve tranquille. De la mini-rumeur au gros buzz, ils sont parfois nombreux, ces événements qui ont boosté le développement de la plateforme, non? À l'annonce du décès de Michael Jackson en juin 2009, les gens se sont rués sur Google pour vérifier l'authenticité de la rumeur en vain. Au même moment, avec une multitude de tweets en temps réel, l'afflux de connexions a contraint Twitter à fermer l'affichage de plusieurs sujets, provoquant l'arrêt total. Autre événement, survenu le 27 février 2010, celui du séisme au Chili. Sur le fil Twitter, plus de 2000 gazouillis chaque minute traitant de la catastrophe, sans que l'on puisse valider la fiabilité des témoignages ni des sources. Les inscriptions sur Twitter ont alors quintuplé. À cette époque, 7% des utilisateurs utilisent régulièrement le service, dont 15 000 personnes en France. Alors Twitter semble être au cœur de gros événements, mais je pense que les enjeux commerciaux n'ont pas dû échapper aux professionnels de la com. En effet, le marketing s'empare peu à peu de Twitter. Nombre d'entreprises se mettent à l'utiliser comme moyen de communication. Les marques et les agences de com ont dédié des équipes spécifiques. Twitter aurait pu devenir un espace de SAV pour les marques, mais elles ont compris l'intérêt et l'efficacité d'une présence informationnelle et non seulement promotionnelle. Twitter s'est imposé comme un outil d'analyse essentiel dans les stratégies de marketing d'influence. Au-delà des bénéfices tangibles opérés par ces processus, certains hommes politiques ont adopté l'usage, comme le maire indonésien Ridwan Kamil qui gérait sa ville en 2013 avec le réseau social et revendiquait n'être qu'à un seul clic de ses 2,5 millions d'administrés. Ok, donc Twitter s'est vraiment imposé comme l'outil de communication le plus puissant. Mais je crois qu'il a aussi intégré l'affaire sociale finalement. En France, il a fallu un seul tweet pour que se créent en quelques minutes des mouvements emblématiques, comme à la suite de l'attaque terroriste qui touchait le magazine Charlie Hebdo. Les citoyens se sont fédérés massivement autour du hashtag « Je suis Charlie ». Toujours en 2015 et tweeté 9 millions de fois cette année aux États-Unis, le hashtag Black Lives Matter, qui représente aujourd'hui un véritable mouvement social unificateur. Par ces différentes phases, Twitter s'est construit une légitimité toute singulière et a créé un style unique. Le 25 avril 2022, Twitter accepte la proposition de rachat d'Elon Musk et dès lors,
Twitter vibre au son de ces annonces et l'histoire ne s'arrêtera pas là. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Eh bien, merci Fabienne. Et même si Elon ne nous a pas encore proposé de racheter Trench Tech, ça reste une chronique à tweeter et à retweeter puisque vous trouvez l'ensemble de nos chroniques disponibles dans toutes les plateformes de podcast. Alors à présent, Mathieu, Lionel, rentrons, j'ai envie de dire, dans le vif du sujet. En tout cas, ce qui nous intéresse tout particulièrement, vous savez que Trench Tech, c'est esprit critique pour une tech éthique. On va pas se mentir, avec l'actualité depuis des mois qui nous entoure, entre la guerre en Ukraine, entre le réchauffement climatique qui se fait de plus en plus pressant et de plus en plus visible pour tout un chacun, vous risquez encore un peu plus que les années précédentes de vous exposer à des phrases du type « Ouais, bon les gars, honnêtement, aller à Vegas pour aller voir le Consumer Electronics Show, est-ce que tout ça n'est pas un petit peu décalé par rapport aux enjeux sociétaux ?» D'où ma question. Ce salon qui est mondial, est-ce que on retrouve ces questions liées aux enjeux de société, le climat, éventuellement la géopolitique, etc., quelle que soit la culture et l'origine des exposants ou des conférenciers? Alors, c'est une question légitime. C'est une question qui se pose dans les thématiques du CES depuis quelques années. Alors, cette année, très honnêtement, l'axe sustainable en général, tout ce qui était autour de la durabilité était présent, mais moins prégnant d'un point de vue médiatique, ça ne pouvait l'être, moins central, dirons-nous, que ces dernières années. Pour autant, on voit bien que le CES s'inscrit dans Tech for a Better Tomorrow, donc c'était vraiment le sujet de la ligne rouge de cette année, qui était couplé au partenariat qui s'appelle Human Security for All, qui est un dispositif poussé par l'UNESCO, dans laquelle la CTA, donc l'organisateur du CES, s'est proposé de travailler sur cette thématique, comment la tech peut impacter l'être humain au sens général du terme, avec des thématiques autour de la santé, de la sécurité des communautés, de la sécurité de l'individu, etc. Et dans laquelle, effectivement, une des transverses, c'est naturellement tout ce qui va être la crise, le dérèglement climatique que nous sommes en train de subir. Donc c'est une thématique qui est traitée. Mais comment elle est adressée? Pardon, parce je vais y revenir sur quelques exemples. Ouais. Avant, il y a quand même l'autre point qui est de se dire est-ce qu'on se déplace ou est-ce que c'est légitime de se déplacer, etc. Alors la CTA, elle, essaye de monétiser avec des indicateurs de performance la pertinence notamment de ce salon par l'ensemble des économies en termes de kilomètres qui sont faites, parce que tous les acteurs se réunissent pour beaucoup, échangent énormément. Donc ça reste une place business incontournable aujourd'hui. Ouais, ce sera un peu plus carbone free quand le CES sera dans le métavers, par exemple. On a déjà vu ce que ça donnait il y a 2-3 ans. Enfin, 2-3 ans, c'était pas forcément le métavers, mais avec l'IFA 100% connecté. Déjà en 2019, ils avaient fait une version virtuelle à un moment, ce qui était assez discutable. Le CES virtuel, on a bien vu ce que ça donnait en 2020 ou 2021 quand ça a été annulé, enfin 2021. Non, on peut pas faire un CES dans le métavers et on peut pas faire un CES virtuel. Le CES, ça reste un salon humain. Avant tout, c'est un salon dans lequel on échange, on interagit, et ça, c'est quelque chose qui est aussi important, qu'il faut souligner. Alors les quelques exemples qu'on pourrait avoir, je sais que Lionel en a beaucoup parce qu'on a répondu assez récemment à une sollicitation sur le sujet, mais Goodyear par exemple qui travaille sur le pneu Better Future et qui travaille sur ce pneu dit durable, le pneu bio, avec notamment 90% des matières qui sont utilisées dans la masse, donc dans la création de ce matériau pour le pneu, sont issues de produits dits durables. Donc dans lesquels on va retrouver énormément Alors, ils étaient arrivés avec ce dispositif en début d'année à 70%, et là ils ont été plus loin en le proposant à 90%. Et donc il va y avoir à l'intérieur de la résine de pin, il va y avoir des résidus de polyester post-consommation, il va y avoir des résines de goudron, de pain bio-renouvelable, j'entends, de la silice d'huile de soja et de balles de riz. Donc on essaye de créer, après les carottes bio, un pneu qui sera peut-être pas comestible, mais qui sera un peu plus optimisé. Alors c'est intéressant parce que là, en fait, la question qui se pose derrière, c'est comment est-ce qu'une marque qui produit du pneu va être en mesure d'avoir, par un changement de matière significatif dans les matières premières, les mêmes résistances en termes de friction, en termes de fonctionnalité, d'aspect sécuritaire, et donc sur lesquels il annonce en tout cas avoir passé l'ensemble des différents tests nécessaires à la validation pour une commercialisation. Alors, est-ce qu'ils iront à 100%? J'en sais rien. En tout cas, il y a cet objectif. On pourrait parler de Schneider Electric aussi sur l'usage pour créer tous les composants électroniques de matières issues de la
recollecte finalement en mer des produits qui pouvaient potentiellement flotter en termes de retraitement. Pour le moment, on reste sur des initiatives plutôt d'entreprises européennes. Est-ce qu'il y a une différence culturelle? Est-ce que on sait qu'il y a quand même beaucoup de techno américaines, de structurantes, Qualcomm et autres, etc. Et puis il y a beaucoup de Chinois qui arrivent avec des produits, l'IoT et compagnie. Est-ce que tu notes une différence ou pas? Est-ce que vous notez une différence? Oui. Forcément, on va pas avoir le même prisme d'analyse entre une entreprise pure américaine qui va se poser des questions, même en fonction de son état, de sa culture, de son marché, de ses clients. Une firme asiatique qui va peut-être avoir un autre prisme de vision, et nous, Européens, qui considérons l'aspect des règlements climatiques et actions envers la préservation de l'être humain sur la Terre pour mieux préserver nos ressources comme fondamentales. Donc oui, il va y avoir des actions qui peuvent être différentes. Parce qu'en fait, la question, elle est là. En fait, le thème a été donné pour ce CES, c'est Better Tomorrow. Donc, c'est demain meilleur, hein, si on traduit dans l'autre sens. Et au fait, le meilleur, en fait, peut avoir des définitions différentes en fonction des préoccupations et en fonction, donc, du coup, des pays auxquels s'adresse ce Better. Et effectivement, tout le sujet, et ce qui est intéressant, ce qu'on a pu noter dans ce Better, alors c'était Better Future l'année dernière, cette année, c'est Better Demain. Et donc, ça change, donc on n'est pas dans le solutionnisme technologique, mais on va essayer de patcher. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, on mettait des patchs partout. Alors dès qu'il y avait un problème, hop, on mettait un petit pansement, il y avait une startup qui répondait au sujet, hop, il y avait un autre problème, on en remettait, puis il n'y avait pas de solution holistique. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui qu'on va avoir sur le climat, il est quand même assez global, et on ne peut pas le prendre par le simple périmètre par la simple définition d'un usage, d'un problème pour patcher. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une forme de déculpabilisation du consommateur, où on va traiter non plus l'action du consommateur comme étant nécessaire, mais le traiter d'un point de vue technologique. Donc LG, par exemple, avec ses évolutions de son intelligence artificielle LG ThinQ qui intègre la plupart de ses produits, va naturellement, de manière assez, quand elle était bien programmée, optimiser les ressources naturelles issues de l'eau, de la chauffe, peut-être l'heure à laquelle on va déclencher par défaut son lave-linge, son sèche-linge ou les différents produits, peut-être l'optimisation naturelle de l'éclairage et de la consommation de la télé en fonction de l'environnement du salon par exemple ou de l'utilisation. Et donc ce qui est intéressant là à noter, c'est qu'on va à une forme de déculpabilisation du consommateur et que finalement c'est la tech qui répond naturellement. Je crois qu'on avait aussi abordé Lionel, j'ai plus forcément de nom en tête, mais la douche qui recyclait l'eau, qui réutilisait l'eau chaude pour réchauffer l'eau entrante et gérer l'évacuation. C'est des éléments qui ne se voient pas, qui sont impalpables, qui font que la technologie est diffuse et qui font que la technologie entraîne finalement peut-être un traitement à la racine même du consommateur. Vous nous montrez qu'il y a pas mal de nouvelles technologies tech for good qui sont prises en compte sur le CES, c'est une bonne chose. Mais est-ce que les technologies du CES prennent plus en compte elles-mêmes les questions d'éthique? Donc avoir une IA qui soit plus équitable par exemple, les questions de privacy, toutes ces questions autour de la protection de l'individu aussi. Comment c'est pris en compte? Parce que jusque-là, on a l'impression que c'est pas trop le cas. Alors, je vais essayer de rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de déculpabilisation de consommateur, il y a découplage du consommateur. On lui dit, voilà, tu fais ta vie et on va te fournir quelque chose qui est plus éthique, qui est plus responsable, qui est réparable. Et je pense que on l'avait vu d'ailleurs à l'IFA de Berlin. Il y a un mot, normalement une norme même sur l'efficacité domestique qu'a sorti Samsung pour lui-même et face au monde, qui s'appelle le SmartThings Energy Saving. Et sur tous ces produits, il explique combien de pourcentage d'énergie il économise en utilisant votre lave-linge, votre climatisation, etc. Et donc, c'est pas à l'utilisateur de couper ses lumières. C'est pas à l'utilisateur de rouler moins vite. C'est à l'industriel de produire un produit plus efficient énergétiquement. Samsung, sur son stand cette année, avait donné comme maître mot le développement durable. Bon, alors on peut dire c'est du greenwashing une fois de plus. Sur ses smartphones pliants de pointe, il annonce que toute la partie plastique est issue du recyclage de filets de pêche, que les emballages sont recyclables, que la majorité de ces produits sont réparables. Donc à un moment, et ça on a tendance à le faire en Europe, et probablement que c'est une des différences entre ces cultures qui peuvent être culture asiatique, type sud-coréenne comme Samsung, ou américaine, et culture européenne. Les Européens, ils aiment bien se fouetter
ils prennent des décisions extraordinaires. On va mettre que des voitures électriques en 2035 sur le marché européen, alors que les Européens sont les maîtres à penser de l'efficience énergétique en matière d'essence et de gasoil avec des moteurs ultra performants, bien plus performants que les moteurs chinois ou les moteurs américains. Non, maintenant on va se mettre entre les mains des Chinois parce qu'on va accepter que des moteurs électriques. Vous mettez un moteur de tondeuse à gazon, une tablette et puis des batteries de smartphone et vous avez une voiture électrique. D'ailleurs, les Chinois ont bien compris, ils ont inondé le marché européen lors du dernier mondial de l'automobile en septembre à Paris. Donc on voit bien qu'on a des approches qui sont différentes et ce qui peut être intéressant, c'était donc la société Quantia avec son système Gecko dont tu faisais allusion tout à l'heure, qui est une start-up française. Et bien là, ce système, vous chauffez votre douche, vous prenez votre douche tous les jours et vous restez un certain nombre de temps, je sais plus, il y a une quinzaine de minutes et donc un certain nombre de litres d'eau que vous consommez. Les premiers litres d'eau vont être chauffés pour que votre douche soit plaisante à prendre. Et puis l'eau qui s'en va par le siphon, elle est toujours un peu chaude quand même, hein, votre corps n'étant pas un glaçon. Et bien cette eau va être récupérée pour collaborer à chauffer l'eau qui est entrante. Hein, c'est pas de l'eau qui est recyclée, c'est juste la chaleur de cette eau d'évacuation qui, plutôt que de partir réchauffer la canalisation des égouts, va aider à réchauffer l'eau qui est entrante. Et bien voilà, là vous êtes découplé. C'est l'industriel lui-même qui fournit un système qui est plus efficient. Alors c'est très intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ou en tout cas d'aller un peu plus dans le détail de ce fameux découplage parce que moi il y a des questions qui me brûlent la langue depuis tout à l'heure, mais on doit passer désormais au moment d'égarement de notre Laurent Guérin national, l'Audiard des temps modernes. Laurent, c'est à toi. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Bon, alors, la Coupe du Monde de foot est maintenant derrière nous. On peut faire le bilan, on s'arrêtera pas forcément aux performances sportives, mais la Coupe du Monde ou la soupe du monde, Laurent, tu nous proposes encore un joli moment d'égarement. Et oui, la plateforme d'achat de crypto-monnaie Binance venait de lancer la commercialisation d'une collection de NFT à l'effigie de Cristiano Ronaldo, ce footballeur qui ne joue presque plus, mais qui en revanche continue à vendre tout un paquet de trucs. On trouve sur son site internet des lunettes, des pompes, des caleçons moule bit, des parfums, des gels douche, des après-rasages, des déodorants, le tout présenté et porté par un mannequin unique. Lui-même. Le mec étant un métavers à lui tout seul, ou un supermarché, normal donc qu'il ait fini par se métamorphoser en NFT. NFT qu'il promeut activement auprès de ses fans sur Twitter et sur Instagram. Avec 104 millions de followers sur Twitter, CR7, comme il s'appelle aussi, occupe la 6e place, et pas la 7e, c'est dommage, des personnes les plus suivies au monde après Barack Obama, Elon Musk, Justin Bieber, Katy Perry et Rihanna. Sur Instagram, il est number one avec 500 millions de followers. Ça fait beaucoup de clients potentiels pour 6645 NFT, si j'ai bien compté, pour un chiffre d'affaires estimé à 1 million d'euros, si je me suis pas trompé. C'est pas grand chose, tu vas me dire, pour un homme sandwich aux tablettes de chocolat qui gagnerait plus de 100 millions par an, mais dont il m'est interdit de dire du mal, sous peine de réduire à néant le peu d'innocence qu'il reste à mon enfant, 11 ans, qui joue au foot en rêvant de devenir un jour Cristiano Ronaldo, qui collectionne aussi les melons d'or, les ballons d'or, cette récompense individuelle de football tant convoitée, 5 au total. Seul Lionel Messi a fait mieux avec 7 ballons d'or. Messi a lui aussi son site. Si. Alors là aussi, on a affaire à des vrais stars. Hein. Et oui, dans le genre melon d'or, le site web de Lionel, c'est messi.com. Rien à voir avec Jésus malgré tout. Et la boutique de Lionel, themessistore.com, rien à voir avec mes sœurs, sur lequel il vend des sweats, des polos, des pantalons, des vestes, des t-shirts, des shorts, des survêtements, des tatouages, des porte-clés et des tapis. Oui, je te jure, des tapis, Bernard. Marchand de tapis, il est Messi. Mais sur le Web3, on peut quand même dire qu'il avait un coup d'avance. Il a créé des NFT à son effigie dès 2021, créant le Messiverse. Il a pris 20 patates pour devenir ambassadeur de Socios.com, une entreprise basée à Malte, tiens, qui crée des tokens pour les plus grands clubs de sport du monde. Fin octobre 2022, il a également signé un partenariat avec Bidget, un habile croisement entre budget et bidet, mais surtout une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies qui n'est pas FTX. On peut dire qu'il a eu le nez creux, Lionel, le Messi pif, sans doute. Mais c'est pas fini, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a récemment investi dans Sorare, une licorne française qui propose un jeu blockchain de simulation de football dans lequel tu achètes des cartes de joueurs sous forme de NFT.
Que personne ne s'inquiète pour le patrimoine financier du lutin argentin. Si Sorare nous indique qu'il est devenu investisseur dans la société, ce n'est bien entendu pas de cash dont on parle. Léo prête son image, donne son temps et obtient en échange un pourcentage de l'entreprise. Kylian Mbappé l'avait précédé en devenant ambassadeur et investisseur de Sorare en juin dernier. Ah, malin le Kylian. Bon, on s'éloigne un peu du foot. Oh, quoique non, c'est quand même une question d'abord de business, mais à mi-chemin avec le web et le web 3, tout ça. Nos 3 stars planétaires ont-elles une appétence particulière pour le web 3 ? Point du tout. Plutôt une appétence pour la défiscalisation, pour rester poli. Et oui, quand on gagne des millions d'euros sur le dos des millions de marmots, c'est tentant de dissimuler ses revenus. Messi s'est déjà fait serrer en Espagne pour fraude fiscale et a dû débourser 5 millions qu'il a échangé contre 21 mois de prison pour lui et 15 mois pour son père. Sacrée justice. Ronaldo, lui, a échappé à 23 mois de prison en allongeant 20 millions et pour une fois, il a battu Messi. On n'a rien à reprocher à Mbappé, pour l'instant, j'ai envie de dire, mais il est encore jeune par rapport à nos vieux loups du ballon rond et de la finance. Une chose est sûre, le gouvernement français est bien content qu'il soit resté à Paris et qu'il paye ses impôts en France. Kylian, lui d'ailleurs, c'est pas les tapis qu'il vend sur son site, mais plutôt les képis. Enfin presque. Tu trouveras sur kylianmbappé.com une belle collection de casquettes, mais aussi des t-shirts, des shorts, des crampons, des ballons, une bande dessinée, oui, une BD et des PT, des protèges tibia, essentiels pour lire des BD. Kylian n'a pas encore annoncé de collection NFT à son nom, mais mon petit doigt me dit que ça ne saurait tarder. La diversification, je te dis, moi, c'est la diversification. Enfin, si la carrière de Karim Benzema a été émaillée par la fameuse affaire de la sextape, qui lui a valu une condamnation pour complicité de chantage, le Ballon d'Or 2022 paye une grande partie de ses impôts en France, n'a pas de site web avec des lunettes ou des caleçons, pas de collection NFT à son nom, et pas d'investissement dans des boîtes crypto. On dirait que le gars est vraiment footballeur, même s'il a fait un stage dans le chantage. Terminons ce tour d'horizon par les entreprises. La FIFA et Panini nous ont réinventé les collections à coups de NFT. Nike et Adidas se tirent la bourre à qui sera l'équipementier officiel du Web3 avec le lancement de sa plateforme Swish ou spécialisée dans les digital collectibles, les objets de collection numérique et les biens virtuels. L'Américain semble avoir un coup d'avance. Les collections de NFT les plus célèbres étaient de la partie. Un Bored Ape était présent dans la pub Adidas. Cool Cats a lancé une collection spéciale de NFT appelée Cool Cats Football Club. Un des stades de la Coupe du Monde a été reproduit dans le métavers Upland afin d'organiser des événements, des rencontres et des discussions entre fans. Les initiatives Web3 et NFT se sont comptées par centaines. Les marketeurs du monde entier étaient sur le coup, la Coupe du Monde étant l'événement sportif le plus suivi de la planète. Et je dois dire qu'on s'éloigne à grande vitesse de la promesse de décentralisation et d'indépendance financière du Web3. C'est même plutôt le contraire. Les œufs en or de la poule football ne cessent de grossir et pourtant, c'est aux supporters qu'ils font le plus mal. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Au CES, nous sommes loin de CR7 et on se prend pas pour Messi. Merci Laurent pour ce moment d'égarement. Revenons-en. On a vu au CES une application qui permet de savoir si un avocat est mûr avant de l'ouvrir. Une autre qui, avec juste une photo de truffe d'un chien, est capable de nous dire son nom, ou encore d'un appareil qui imprime des tatouages sur le corps. Bien souvent, on peut reprocher au CES d'avoir une déconnexion avec les problématiques actuelles, en confondant peut-être un peu ce qu'on aime bien dire innovation et progrès. Je vais jeter directement le pavé dans la mare tout de suite. Le CES est vraiment toujours utile ? Alors, est-ce qu'on doit dire non pour avoir une sorte de langage politiquement correct ? Moi, je pense que c'est utile parce que c'est un véritable, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est un véritable rendez-vous humain. Et le rendez-vous humain, alors on va pas donner des exemples de rendez-vous humain, notamment avec un Italien qui s'appelle Michele, et que si tu passes devant son stand et que tu vois ce qu'il propose, tu rigoles, et après tu comprends que le gars derrière, qui travaille avec l'air, il y a quelque chose à faire et probablement que le dispositif qu'il présente, qui est un dispositif en phase vraiment complètement alpha de prototypage, demande à être maturé et intégré dans un dispositif plus industrialisable. Oui, parce que ça fait un peu foire de Paris. Ça fait un peu, c'est le côté rigolo de l'affaire. Mais ça fait un peu concours l'épine, ouais, bien sûr. Au fait, ce qui me perturbe, c'est qu'on extrapole un peu avec ces applications d'avocats. On se demande encore, et puis encore l'avocat, on va dire que d'un point de vue sustainability, c'est pas non plus le meilleur fruit. Mais au fait, on a plutôt l'impression qu'il y a des applications qui sont intéressantes. Vous parliez tout à l'heure de la douche. Je trouve que c'est encore des éléments qui sont intéressants. Le masque, on peut en rigoler, mais il y a des choses qui sont intéressantes aussi à travailler. On passe souvent pour un idiot quand on a les petits écouteurs dans l'oreillette et qu'on parle tout
tout seul. Donc il y a des choses qui sont intéressantes, mais on a l'impression que c'est du POC systématique. On a du mal à en voir une application concrète et voir des vrais sujets arriver. Comme à l'époque, on avait les lecteurs DVD, tous les vraies choses qui sont dans le quotidien et qui ont gravé le quotidien. Aujourd'hui, on a du mal à les retrouver. Peut-être qu'à l'époque, le lecteur DVD, ça faisait rire tout le monde. On se disait, on n'en a pas besoin, il y a des VHS. Je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire et laisser les remarques de Mathieu qui sont encore vont venir compléter tout ça. Le CES s'est ouvert, il s'est ouvert aux startups il y a relativement peu de temps. Donc avant, c'était le salon des arts ménagers américains. Donc on avait des produits qui étaient des produits quasiment terminés ou quelques innovations comme on peut les voir sur les gros stands de LG, de TCL, de Samsung. Là, en s'ouvrant aux startups, on a introduit, comme l'a fait un peu l'IFA de façon beaucoup plus anecdotique, on a introduit des inventeurs, concours l'épine, on pourrait dire, qui sont plus ou moins matures. Et le CES, ce n'est pas ça. C'est vrai que là, le South Hall était fermé, mais habituellement, il est constellé de petites sociétés chinoises qui revendent tout et n'importe quoi, des copies de tout et n'importe quoi. Donc là, oui, si on regarde le CES de ce côté-là, on se dit, bon, c'est un peu le bazar. C'est un peu la foire de Paris, là, pour le coup. Quand on le regarde côté start-up, on dit, bah, c'est des idées qui sont un peu stupides. Sauf que le jour où elles seront intégrées dans chez un grand constructeur comme le faisait préciser Mathieu avec notamment Plastic Omnium et les radars 4D intégrés, eh bien là, cette petite idée, qui aura peut-être mis 3, 4, 5 ans, elle sera opérationnelle et finalement, on ne la remarquera plus en fait au CES parce qu'elle sera intégrée de façon transparente et invisible. Mais vu de loin, le CES peut donner un peu l'impression que c'est totalement indécent. Tu réunis des centaines de milliers de personnes, 170 000 personnes qui viennent du monde entier à Vegas, au milieu du désert, dans une débauche d'émissions de CO2 absolument incroyable, pour présenter très majoritairement des gadgets ou alors des trucs qui nous semblent pas totalement, complètement à la hauteur des défis qu'on va pas reciter à nouveau. Comment on réagit à ça dans les couloirs du salon, vous qui y étiez ? Je pense qu'on peut dire cette année que, enfin, globalement, en fait, ces problèmes, alors je dirais pas qu'ils n'existaient pas, parce qu'ils étaient présents dans les différents, enfin, dans les démonstrations de projets et dans beaucoup de projets qui étaient présentés, ça transpirait cet enjeu qui est autour de nous. Pour autant, c'est vrai que dans l'ambiance du CES, c'est-à-dire dans ceux à la fois des exposants, à la fois des visiteurs, peu ou prou, c'était pas dans toutes les bouches. Il y avait pas une forme de, on regarde pas, ça n'existe plus, mais on était quand même dans une logique où tout le monde venait avec des objectifs qui étaient assez clairs. Alors, tout le monde ne se déplace pas pour rien. Quand on va au CES, on n'y va pas pour rien. On y va parce qu'on vient faire avant tout des rencontres. On y va parce qu'on a besoin de faire de signer du deal. On y va, alors, on dit souvent d'ailleurs que le CES, c'est qu'est-ce qu'on y fait, c'est quoi le retour sur investissement, parce que ça c'est toujours la question qu'on nous pose, hein, mais alors qu'est-ce que tu as signé comme business? Bon, la réalité c'est qu'on ne signe pas de business sur le CES. Le CES, c'est surtout ce que l'on en fait au retour par rapport aux gens qu'on a rencontrés quand on y était. Ce momentum dans lequel on va rencontrer des personnes qui ont une plus encore des Français, parce qu'on disait souvent, mais c'est complètement souvent à côté de la plaque d'aller au CES de Las Vegas pour rencontrer des Français qu'on aurait pu rencontrer en France pour faire du deal en France. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ce temps de cerveau disponible, avec les 9 heures de décalage avec l'Europe, font qu'on a accès aussi à des personnes avec qui on n'aurait jamais échangé, que ce soit au niveau d'un dîner ou que ce soit au niveau d'un after-work juste derrière, parce qu'il y a cet échange, ce moment que l'on vit. Et donc, ce que l'on va en faire après. Alors oui, pour revenir sur la question de la sustainability, c'était pas forcément dans toutes les bouches, mais dans beaucoup et un grand nombre de projets quand même. Qu'on regarde par exemple en France chez Flying Whales et le dirigeable qui était, enfin un dirigeable spécialisé, un grand ballon spécialisé dans la logistique dite entre guillemets extrême, qu'on levait 122 millions d'euros assez récemment et qui vise une exploitation de ce ballon dirigeable qui pourrait charger et décharger jusqu'à environ soit 50 ou 60 tonnes de charges lourdes, quel que soit en mode stationnaire, quels que soient finalement les lieux. On s'aperçoit que ça c'est un projet, si on le remet en contexte avec tous les projets de la Fondation Picard qu'il peut y avoir aussi à côté, on s'aperçoit qu'il y a une dimension exceptionnellement intéressante dans les structures, dans cette capacité de s'affranchir des hélicoptères, etc.
Donc, il va y avoir beaucoup de sujets. On peut se poser la question de l'intérêt et elle est légitime. En même temps, cette capacité à réunir dans autant de personnes, ça veut bien dire qu'il y a un intérêt, sinon autant de personnes ne s'y déplaceraient pas. Autant d'exposants, ça veut dire qu'on a des choses à montrer. Mais après, il faut aussi rapprocher, le disait Lionel très justement, ce qu'était historiquement le CES de ce qu'il est devenu au moment du lancement des premiers halls de start-up jusqu'à la création de l'Eureka Park, et de ce qu'il va devenir avec l'enrichissement et la croissance perpétuelle de tous les ans de TechSouth, qui est la 3e zone du CES qui se passe plutôt vers l'ARIA, et sur lequel on va retrouver du TikTok, du Adobe, du AWS, du Netflix, tous ces créateurs de contenu qui en fait font finalement la boucle avec le CES, qui présente des écrans historiquement, des écrans connectés, des écrans qui deviennent intelligents avec les startups et qui bouclent avec le contenu. Et donc, on a un cercle vertueux qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est pour l'instant embryonnaire. TikTok était là cette année, Netflix était là, Adobe était là. Et ce qui se passe, c'est des nouveaux formats qui vont peut-être en découler, etc. Mais il y a autant aujourd'hui d'innovation sur le CES que de produits qui sont go-to-market, que de produits qui sont à des stades de recherche avec les grandes universités qui viennent présenter, au même titre qu'on aurait des exposants, des expos d'étudiants, qui viennent présenter leurs projets. Et en fait, la lecture du CES se complexifie énormément, parce que justement, il y a tous ces acteurs, cette diversité de maturité, les médias qui viennent naturellement chercher peut-être des choses plus happening, qui vont présenter et cadrer le CES sous un angle qu'il n'est pas en réalité, parce que on a une image très gadget, alors que d'autres ils viennent vers du business, d'autres présentent de la recherche, et en fait, il faut avoir une lecture extrêmement transverse, tout en recontextualisant la réalité de ce qu'on y vit, c'est-à-dire une expérience humaine d'échange pour générer de la valeur. Et de la valeur pour le business, la valeur pour l'individu. Et ça, aujourd'hui, c'est souvent quelque chose qu'on occulte. Même si, j'en conviens, nous, on traverse le globe pour y aller. Les Américains, eux, sont à quelques heures d'avion. Donc après, évidemment, il faut recontextualiser. Mais il y avait quand même moins de personnes sur de la zone Asie que précédemment, même si ça reste des délégations. La France est 4e délégation mondiale sur le CES. Les premiers, c'est les Américains. Et ensuite, je crois que les 3e, c'est les Sud-Coréens. Et ensuite, en 2e, je crois que c'est les Chinois. Donc, on voit quand même que globalement... Mais effectivement, on est forcément un peu taquin et un peu poil à gratter quand on pose cette question. Elle va de soi. Néanmoins, je trouve qu'il y a une pointe de cynisme. Alors, pas chez vous, évidemment, messieurs. Mais dans l'idée selon laquelle, pour reprendre votre terme, néanmoins, le découplage. Effectivement, on est sur le Consumer Electronic Show et c'était jadis une espèce de foire de Paris de l'électroménager pour le consommateur final. Bon, et là, cette idée de découplage avec un CES qui depuis plusieurs années donc se revendique for a better place, for a better world, for a better tomorrow, etc. Avec, on l'a vu, d'un côté il y a les gadgets, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ce qu'on retient du CES, mais c'est pas ça en vrai. En vrai, c'est les gros constructeurs qui vont équiper l'ensemble des bagnoles, de l'électroménager de demain, etc. par leur IA et compagnie. Et tu le rappelais à juste titre tout à l'heure, le CES, c'est surtout le salon de l'écran. Avec les LG, les Samsung et compagnie, il y a des murs d'écran absolument gigantesques, ce sont même des tunnels d'écran, etc., dont on sait précisément que c'est la production de ces écrans et la production des outils, quels qu'ils soient, n'importe quel device, qui est la plus polluante finalement. Donc quand on nous dit il y a un découplage où quelque part on va déculpabiliser le consommateur final parce que finalement c'est l'IA, c'est le device qui va gérer automatiquement la vitesse de la bagnole, la consommation de flotte, etc., etc., etc. En réalité, ce ne sont pas nos usages qui polluent le plus, c'est la production de ces outils censés justement au nom d'une régulation de nos usages pour qu'on n'ait plus besoin de s'en soucier, qui vont, soi-disant, améliorer la situation de la planète. J'ai l'impression que soit c'est, au meilleur des cas, c'est le serpent qui se mord la queue, au pire des cas, c'est du cynisme ou carrément du foutage de gueule de la part des producteurs. Alors, d'abord, tu parles de sociétés qui ont, pour certaines, des milliers, voire des centaines de milliers de salariés. Et quand on leur demande, si on va dans les conférences, notamment de Stellantis, puisque Carlos Tavares a fait une keynote très remarqué, très médiatisé, remarqué, médiatisé. Ils nous disent, attendez, passer de la voiture thermique à la voiture électrique, c'est moins 35% des effectifs. Donc à un moment, on a un vrai problème politique. Revenir, et moi je suis un
un fan de Jean-Marc Jancovici depuis des années. J'ai pas attendu qu'il sorte son bouquin, qui est un résumé de ses conférences avec Blin. Il nous dit, voilà, à un moment, on a une limite physique, et comme dirait le rapport Meadows en 72, je veux dire, la croissance ne peut pas être infinie dans un monde fini. Donc ça, c'est physique, point à la ligne. Donc à un moment, il faudra bien accepter d'avoir mal. Maintenant, est-ce qu'une entreprise sans contrainte législative accepte elle-même d'avoir mal? De la même façon que nous, sans contrainte, est-ce qu'on accepte d'avoir mal? Non. Donc c'est une utopie de nous culpabiliser. Donc il faut arriver à trouver des outils. Maintenant, si on parle des produits qui évidemment, pour les produire, il faut de la matière première, et quand elle est recyclée, c'est mieux, mais ça demande toujours de l'énergie pour les recycler, et qu'à la base, on a un vrai problème d'énergie. Je donne un exemple très simple et qui peut être une piste intéressante, même si c'est pas une piste universelle. Une société qui est une co-entreprise entre Michelin et Forestia, qui s'appelle Symbio, qui présentait au CES toute une série de piles à combustible de piles à hydrogène, et essentiellement destinées au rétrofit des véhicules lourds, camions, autocars, etc. Véhicules qui font des centaines de milliers de kilomètres, qui, comme des avions, sont réparés, réparés, entretenus aux petits oignons pour qu'ils puissent durer un maximum dans le temps. Et bien, plutôt que de dire « Allez, messieurs, on va faire des cars électriques, on va faire des camions électriques comme le Cybertruck de Tesla », eh bien, on va rétrofiter. Et si demain, on se disait on allait rétrofiter, on a rencontré d'ailleurs, non pas au CES, mais sur Vivatech, une start-up qui était incubée par le CEA, je crois, qui parlait de la captation des microparticules de frein dans les voitures ou autres, qui est quelque chose qui pollue énormément les tunnels du métro parisien. Alors on nous dit il faut pas les critères 3 ou 4 en surface, mais dans le métro c'est pire, il y a des particules partout. Eh bien l'idée c'est de se dire non pas on va sortir une nouvelle voiture avec des nouveaux besoins de matières premières pour pouvoir avoir des voitures qui émettent moins de particules, eh bien non, on va rétrofiter les anciennes. Donc c'est toute cette économie qui doit être modifiée. Mais encore une fois, quand vous êtes un fabricant de voitures neuves, c'est compliqué de se mettre dans la voiture rétrofitée. Bon, je comprends, mais à un moment, il faut accepter de se faire mal. Un grand merci encore pour votre explication sur le CES. On répondra pas à la question, mais ce qu'on en comprend, c'est qu'effectivement, le CES se réinvente un peu chaque année, et ou du moins essaye de progresser chaque année sur les différentes dimensions, et c'est ça qu'on va retenir. Donc c'est pas forcément inutile ou utile, c'est plutôt continue de se réinventer, et c'est un peu son thème aussi, c'est de pouvoir continuer à essayer d'avancer. Encore merci pour ce petit retour sur le CES 2023, et surtout vous qui nous écoutez, ne partez pas, car nous allons conclure entre vous et nous ce magnifique épisode. Merci Mathieu, merci Lionel, merci à vous. Merci les amis. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Oh yeah, nous voilà back du CES. Ravi que vous soyez encore avec nous pour ce... Ouais, je me suis un peu enflammé. C'est le back du CES de Vegas. Bon, beaucoup d'idées sur ce bel épisode. On va essayer d'en faire le tri ensemble pour voir quoi retenir pendant ce débrief. Qui veut ouvrir le bal? Cyril? Bah, si tu veux, en préambule de cette émission, justement pour ouvrir le bal, je disais qu'après avoir été quelques fois au CES à Las Vegas, j'avais fini par penser que c'était moi le dindon de la farce. Les années passent et ce sentiment se renforce. Merci à Mathieu et à Lionel d'être venus nous débriefer de l'édition 2023, parce que en la matière, j'ai vraiment l'impression que le CES, c'est désormais l'ancienne vision du monde, ce qui est un peu paradoxal pour un salon qui se veut être le chantre de la vision du futur. Et je dis ça pourquoi? Simplement parce que le CES, c'est le Consumer Electronic Show, et ça ne cesse de l'être, et c'est presque de plus en plus cynique, puisque on nous propose une vision de la technologie qui est au meilleur des cas quelque chose qui peut améliorer un petit peu nos usages au quotidien, mais dont on a précisé tout à l'heure que c'était pas les usages sur un plan purement écologique qui venaient polluer le plus, mais surtout au pire des cas c'est principalement du gadget. Et donc plutôt que de mettre la technologie au service du bien commun, elle n'a de cesse d'être mise au service de l'hyperconsommation. Donc moi, j'aspire à une chose, c'est à un autre CES qui serait véritablement non plus le Consumer Electronic Show, mais qui serait plutôt quelque chose de l'ordre du consumer, je sais pas, mais en tout cas Electronic Solutions. Vraiment, comment les opérateurs de la technologie se serrent les coudes et font un événement magistral et mondial
pour trouver les solutions à nos enjeux de société. Ouais, alors moi, il y a une autre réflexion qui m'a bien amusé. Ils ont parlé d'une tech qui se veut déculpabilisante, c'est-à-dire la lumière qui s'éteindrait tout seul quand on n'aurait pas besoin, l'objet qui se met lui-même en veille et l'objet qui sait lui-même optimiser son usage finalement pour réduire sa consommation énergétique en particulier. Alors ouais, ça serait top parce que c'est vrai que les objets devenant intelligents, vous le voyez pas, mais je le mets entre guillemets, les objets devenant intelligents, c'est sûr que si en plus ils pouvaient eux-mêmes travailler mieux pour eux-mêmes et puis pour limiter leur empreinte, ça serait top. Mais en même temps, j'ai un petit goût amer de greenwashing sur tous ces sujets-là. Alors notamment, ils ont évoqué les smartphones à double écran, vous savez, qui se plient, et puis en disant que dans les nouvelles versions, il va y avoir le cadre du smartphone qui va être en plastique recyclé. Alors t'as envie de dire génial. Donc tu mets donc 2 écrans, et on sait très bien que c'est l'écran qui émet le plus de CO2 lors de sa production, c'est l'écran avec la batterie qui porte les trucs les plus pires de l'histoire. Mais le petit cadre autour de quelques grammes est en plastique recyclé. Non mais t'as envie de dire oh, de la gueule de qui on se fout. On est en plein greenwashing sur cette histoire, non? Ouais, c'est pas faux. Moi après, je tempère les propos, la voix du milieu. On met toujours the middle voice. Yes. On a toujours tendance, lorsque moi je lis les différents articles, alors contrairement à toi Cyril, j'y suis jamais allé, mais quand moi je lis les différents articles des CES, je me dis à chaque fois c'est un peu futile tout ce qui ressort, ça sert vraiment, globalement à pas grand chose. Et en écoutant Mathieu et Lionel, j'ai un petit sentiment un peu inverse qu'il y a des choses plutôt ultra intéressantes dans ce CES. Donc on situait, ils nous ont rappelé la startup Gecko, donc qui permettait de recycler, mais des guillemets aussi sur la partie eau chaude, mais du coup la chaleur de l'eau des eaux usées de notre douche permettait de réchauffer l'autre eau. Je trouvais que c'était plutôt intelligent, et il y en a des solutions un peu plus intéressantes qui sont exposées. Je pense notamment à des applications qui utilisent l'IA pour détecter les cancers du sein. Il y a des choses qui sont encore aujourd'hui utiles, et là moi mon petit coup de gueule il est un peu sur, il faudrait qu'on arrête un petit peu de prendre le CES pour ce qu'il n'est pas ou ce qu'il ne devrait pas être, en nous sortant des top 3, des gadgets, en nous disant ouais super, vous avez une machine qui va vous détecter si votre avocat est mûr avant que vous l'ayez à l'ouvrir. S'il vous plaît, quoi. Ça n'a pas de sens, non? Ouais, tu as raison. Il y a la couverture média aussi du salon qui est bien sûr à questionner. Et nous, on était là pour ça aujourd'hui, pour exercer votre esprit critique sur cette tech éthique représentée au CES de Las Vegas. Parce que tu peux poser la question de la responsabilité des médias, mais à ce moment-là, il faut poser aussi la question de la responsabilité de ceux qui sont derrière les médias et qui les écoutent, qui les lisent. Est-ce que finalement les médias ne nous servent pas le détecteur d'avocats mûrs parce que finalement c'est de ça dont on a envie. En tout cas, on a envie qu'on nous parle de ça parce que ça nous fait marrer et parce qu'on s'indigne, et comme ça, pendant ce temps, on se pose pas les vraies questions. French Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler, et normalement, votre regard sur le Consumer Electronics Show ou le CES n'est pas tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous soyons les concepteurs, les commanditaires ou de simples usagers, nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets, pour être des acteurs plutôt que des consommateurs. Trench Tech, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Vous donnez du sens à tout ce travail. Si vous voulez contribuer à nos efforts, parlez de Trench Tech autour de vous, partagez nos épisodes et notez-nous sur la plateforme de podcast. Car, comme le disait Franz Kafka, croire au progrès ne signifie pas qu'un progrès ait déjà eu lieu. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.